Bienvenue à tous pour ce 13e épisode de notre série Bioème. Je vous rappelle que ce programme a été créé par le SDB pour traiter des sujets qui sont au cœur de l'actualité de la profession, de son évolution et de l'exercice des biologistes libéraux. Le SDB vous propose pour cet épisode un grand entretien exclusif avec le docteur François Blanchecotte et Marguerite Cazeneuve, numéro 2 de l'assurance maladie. Au programme de cet échange, un décryptage du rapport charge et produit de l'assurance maladie qui vient de paraître et surtout un point sur les futures négociations entre la profession et l'assurance maladie. Mais avant, nous démarrons par un focus avec Jérôme de Villèle, qui est le directeur général d'Ampli Mutuel. Nous allons parler d'un sujet très personnel, celui de la prévoyance, véritable filet de sécurité pour soi et sa famille. C'est parti pour le focus. Bonjour Jérôme de Villèle. Vous êtes directeur général d'Ampli Mutuel. Vous n'avez pas un métier facile puisque votre mission consiste à proposer des contrats auxquels, en fait, personne n'a envie de penser, à savoir des contrats qui couvrent des aléas de la vie. Pourtant, on va le voir lorsqu'un pépin arrive et cela n'arrive pas qu'aux autres. On est bien content de pouvoir compter dessus. Du coup, ma première question, elle est toute bête et toute simple. C'est pourquoi un biologiste libéral a-t-il tout intérêt aujourd'hui à réfléchir à l'opportunité de souscrire un contrat de prévoyance ? Alors, les contrats de prévoyance servent à couvrir le professionnel biologiste en cas de décès, en cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou plus grave, s'il est obligé d'arrêter définitivement de travailler parce que son état de santé ne lui permet plus de poursuivre son activité de façon définitive. On est donc sur de la prévoyance lourde avec des conséquences qui peuvent être funestes en termes financiers pour le professionnel de santé, mais également pour tout son entourage proche, pour sa famille. De plus, vous autres biologistes, vous avez des modes d'exercice complètement différents. Vous pouvez exercer seul, vous pouvez exercer au sein d'une structure, vous avez également des régimes de sécurité sociale obligatoires différents, vous pouvez dépendre du régime des médecins ou des pharmaciens. Néanmoins, vous avez en commun d'exercer sous forme libérale, et c'est vrai que le statut de libéraux n'est pas le statut le plus protecteur en matière de protection sociale, d'où l'importance de prévoir une garantie complémentaire auprès d'un assureur, d'une mutuelle ou d'une mutuelle. Et penser à ce type de contrat, vous pensez qu'à quel moment de sa carrière il est pertinent d'y penser pour aller passer à l'acte et aller à la souscription ? Alors sans hésiter, il faut y penser le plus tôt possible, lorsqu'on est encore jeune, lorsqu'on est en bonne santé. Lorsqu'on est jeune et en bonne santé, certes les risques sont moindres, néanmoins la cotisation est elle-même très faible, parce que la cotisation est proportionnelle au risque. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se soucier de sa couverture de prévoyance. Nous autres mutualistes, assureurs, nous sommes obligés de couvrir tant qu'il y a un aléa. Si on sait que la personne est fortement malade, elle va forcément s'arrêter dans les mois qui viennent, nous n'allons pas l'assurer, il ne trouvera pas de contrat de prévoyance ailleurs. De plus, oui, toute la difficulté, c'est de penser à souscrire alors qu'on n'a pas de souci, on pense même pas à l'aléa, quoi. C'est toute la difficulté, je pense. Exactement, mais c'est parce que l'aléa est faible que l'assureur l'assureur, le mutualiste, voudra vous assurer. Il n'y aura pas de questionnaire. Le questionnaire de santé sera beaucoup plus simple. La prime elle-même sera beaucoup plus simple. Nous, par exemple, chez Ampli, nous avons une offre spéciale jeunes installés où la cotisation est fortement abattue les premières années. Et du coup, peut-être en quelques mots, parce que c'est vrai qu'il y a des offres, on les voit passer. Quels sont les critères d'un bon contrat de prévoyance du point de vue du professionnel de santé libéral et quels sont les points à regarder avant de souscrire une telle offre ? Alors, le premier, c'est est-ce que le contrat bénéficie de la déductibilité Madelin ? Est-ce que les cotisations versées sur ce contrat peuvent être déduites du revenu du professionnel ? Si c'est pas le cas, le contrat n'est pas adapté à un professionnel qui exerce sous forme libérale. Ce serait un non-sens d'y souscrire. L'autre point important, c'est probablement la prise en charge des pathologies, voire les exclusions, en particulier les exclusions
liées aux problèmes psychologiques et aux douleurs dorsales, qui sont deux points qui sont facilement exclus des contrats. Pour le professionnel de santé, ce qui est aussi important de regarder, c'est la définition de l'invalidité. Est-ce que le contrat couvre le fait que le professionnel de santé ne peut plus exercer sa profession, ou est-ce que le contrat couvre le fait que le professionnel de santé ne peut plus exercer toutes les professions? Dans le premier cas, la couverture sera, les conditions de mise en œuvre de la couverture seront moins drastiques que dans le second cas. Et c'est vrai qu'un professionnel de santé, si on prend l'exemple d'un biologiste, s'il ne peut plus exercer sa fonction de biologiste, il a de fortes chances pour qu'ils doivent se réorienter radicalement. Il ne pourra pas facilement faire un autre métier. Enfin, l'ultime point est bien sûr les tarifs. Les tarifs qui, d'une compagnie à l'autre, peuvent varier énormément malgré des couvertures qui sont assez similaires. Bon, vous avez donné les points principaux. J'imagine que ce sont les points sur lesquels vous avez aussi travaillé avec le SDB, puisque vous avez Ampli Mutuelle à élaborer un contrat spécifiquement pour les biologistes libéraux en collaboration avec le SDB. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce contrat avec ses points particuliers? Alors, les forces de ce contrat, donc élaboré conjointement avec le syndicat des biologistes, c'est déjà les suppressions des délais de carence, de la plupart des délais de carence. Il en reste quelques-uns, typiquement pour bénéficier du congé maternité. On demande quand même que l'adhérente ne soit pas déjà enceinte lorsqu'elle souscrit le contrat. Donc, il y a la quasi-totalité suppression de tous les délais de carence. C'est vrai que dans la plupart des contrats, si vous tombez malade quelques mois après la souscription de ce contrat, l'assureur ne vous couvrira pas des conséquences de cette maladie. C'est pas le cas chez Ampli. Ça, c'est une vraie force de ce contrat qui, en fait, rejette qui vous assure, à partir du moment où vous avez passé la sélection médicale, que vous êtes couvert le lendemain de la date de garantie. L'autre point fort est ce sont les nombreux rachats possibles que vous pouvez faire sur ce contrat. Vous pouvez racheter des exclusions sportives, vous pouvez racheter des exclusions d'affections psychologiques ou des affections dorsales, ce qui permet véritablement de moduler en fonction de votre appréciation du risque les caractéristiques de ce contrat. Enfin, alors, attendez, juste une petite question. Quand on dit racheter des garanties, c'est-à-dire que on paye un supplément pour être couvert sur ce point particulier, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est exactement ça. À titre d'exemple, si vous pratiquez de l'escalade à 5000 mètres, vous n'êtes pas normalement couvert par ce contrat, sauf si vous rachetez l'exclusion liée au sport de montagne. D'accord. Voilà. Il y a un certain nombre de pratiques sportives qui sont inhabituelles. Certaines sont exclues complètement. Si vous faites des activités très très dangereuses, ce qui paraît logique. Un certain nombre de sports de combat très très dommageables. Mais si vous faites du karaté, par exemple, vous pouvez demander le rachat de cette exclusion à l'adhésion et être couvert en cas de blessure suite au karaté. L'autre point fort de ce contrat, c'est la mutualisation des risques qui n'est qu'au niveau des biologistes. Si le contrat doit être bénéficiaire, les excédents dégagés par ce contrat resteront au niveau des biologistes et seront reversés aux biologistes sous l'égide en fait du syndicat des biologistes qui est souscripteur de ce contrat. D'accord. Ce qui m'amène à la question logique suivante, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce contrat, tel qu'il est aujourd'hui formulé, paramétré, n'aurait pas existé en dehors d'une discussion entre Ampli et SDB. Alors, exactement. Grâce au syndicat,
on a pu bénéficier d'une exonération fiscale prévue dans les lois fiscales. Donc ce contrat est exonéré des taxes d'assurance liées au contrat de prévoyance parce qu'il a été souscrit par un syndicat représentatif pour ses membres. Donc ça, c'est le premier avantage d'avoir fait un partenariat avec le syndicat des biologistes. Et le deuxième avantage, c'est que les bénéfices de ce contrat resteront au niveau des biologistes et ne partiront pas vers d'autres populations. D'accord. Ouais, donc ça reste au bénéfice des contributeurs biologistes. C'est une enveloppe en fait qui est à part. Exactement. On a des D'accord. comptes spécifiques et tout ça contrôlé par le syndicat des biologistes. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer en quoi Ampli Mutuel est bien placé pour faire ce genre d'offre avec des professionnels libéraux? En quoi votre organisme est différent des organismes proposant des contrats de contrats de prévoyance? Qu'est-ce qui vous différencie et vous caractérise? Alors, Ampli Mutuel est une mutuelle créée par et pour les professionnels libéraux. C'est véritablement notre ADN. Tous nos administrateurs sont libéraux. Ils administrent la structure, choisissent les grandes orientations. Donc ces administrateurs ont le même ADN que les biologistes libéraux. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qu'on voit sur le marché de la prévoyance, c'est l'apparition depuis quelques années de nombreux acteurs qui n'ont pas forcément une expérience très forte en prévoyance. Nous, on a été créé il y a 50 ans pour faire la prévoyance des professions libérales. L'histoire était d'ailleurs un dentiste qui n'arrivait pas à se couvrir sur sa prévoyance. Il a donc décidé de créer sa propre mutuelle. Donc c'est vrai qu'on a une expérience de 50 ans et c'est vrai que tous les acteurs n'ont pas en prévoyance une expérience de 50 ans sur ce domaine. Enfin, le troisième point, et non des moindres, nous sommes un organisme non lucratif. Le marché de l'assurance est composé en différents acteurs. Certains sont capitalistes, ce sont des sociétés d'assurance sous forme sociétés anonymes qui redistribuent des dividendes à des actionnaires. Nous sommes une mutuelle à but non lucratif et s'il doit y avoir des bénéfices, ils ont vocation soit à alimenter nos réserves réglementaires de la mutuelle ou à contribuer à la diminution des tarifs les années suivantes. D'accord, donc oui, vous êtes un organisme en fait qui vient du terrain entre guillemets, du besoin qui n'était non couvert pour les professionnels libéraux. Vous faites L'histoire d'Ampli, des l'ADN ouais, d'Ampli était véritablement de couvrir les ouais. professions libérales d'accidents de la vie. Et c'était vraiment Et du vécu, avec un dentiste sur une piste de ski se disant qu'est-ce qui m'arrive si je oui, me casse un bras. d'accord. Ah oui. Vous êtes dans cette même démarche qu'avec le SDB, avec d'autres professions? Vous appliquez cette même Oui, méthode d'adaptation de vos contrats à chaque profession? oui, nous avons rencontré d'autres syndicats représentatifs de médecins, de kinés, d'experts comptables pour faire partager notre expérience à le plus possible de professions libérales. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces explications. Peut-être un mot là-dessus sur cette culture du contrat prévoyance. C'est quelque chose que vous observez qui est évidente par rapport à la population des libéraux, où il y a encore du travail un peu à faire justement de sensibilisation. C'est simple, 50% des libéraux ne sont pas couverts par un contrat de prévoyance. D'accord. Donc il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour y souscrire. En revanche, c'est très important d'en avoir un. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et nous allons passer maintenant au grand entretien. Le docteur François Blanchecotte reçoit donc aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Marguerite Cazeneuve, la numéro 2 de l'assurance maladie, qui a accepté très gentiment de jouer le jeu du dialogue. François, c'est à vous. Eh bien, bonjour Marguerite Cazeneuve, vous êtes directrice déléguée de l'assurance maladie. Je tiens à vous remercier d'abord d'avoir accepté ce dialogue au moment où vous vous prêtez à publier le rapport chargé produit. Évidemment, on a plein de questions à vous poser. La première, c'est
finalement, à quoi sert ce rapport et finalement, quel est son impact sur les prochains mois? Alors bonjour, merci beaucoup, monsieur le président pour votre invitation et puis merci de vous intéresser au rapport, chargé produit qui est une mine d'informations, mais qui est effectivement, connu d'un petit cercle. Alors chargé produit, c'est quoi? C'est, le rap enfin, la publication que, l'assurance, maladie fait annuellement, dans laquelle elle présente, un certain nombre d'éléments, statistiques. Elle met en lumière ces données, des analyses de ces données et elle fait en regard des recommandations, des propositions, qui ont vocation, notamment à, alimenter, le gouvernement dans le cadre du PLFSS et donc en fonction des années, vous avez des zooms sur, telle ou telle, dépense, tel ou tel secteur, telle ou telle population et donc on essaie de creuser avec, toutes les données, dont on dispose et avec, tous nos statisticiens et nos analystes. On essaie de creuser ça, de faire parler les chiffres et donc d'être le plus transparent possible sur, la dépense de l'assurance maladie, ses facteurs, et donc ce qu'on en déduit nous en matière de politique publique. Est-ce que l'on en tire des enseignements sur la situation de notre système de soins et la manière dont il doit être financé? Alors, absolument, hein, c'est l'une de ses, vocations. Chaque année, le rapport chargé produit regarde les dépenses, qui sont dynamiques, essaie d'évaluer, de regarder, par exemple, s'il y a des disparités dans la consommation de soins, entre les départements et cetera. Donc en fait, on essaie, avec ce rapport, chaque année, de faire une analyse un peu à plat des dépenses d'assurance maladie et de regarder ce qui, pourrait être amélioré en matière de pertinence et donc là, évidemment, on est dans une période un peu particulière puisqu'on sort de 2 ans de crise sanitaire avec des comptes de la sécurité sociale, qui sont extrêmement, dégradés, notamment des comptes de l'assurance, maladie, avec un déficit dont on sait maintenant qu'il sera un déficit, structurel, hein. On a eu évidemment un choc, un trou pendant les 2 années de crise, lié à une, baisse des recettes et une très forte hausse des dépenses, conjoncturelles. Mais de manière structurelle, nous avons désormais un déficit, de l'assurance maladie qu'il nous faut donc intégrer dans, la manière dont les politiques, publiques devront être, conduites pour la suite. Qu'est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire a apporté finalement? Parce que, comme vous le dites, elle a creusé le déficit, mais est-ce qu'elle a apporté des éléments substantiels? Est-ce qu'on a pu trouver des moyens de gérer un peu la prise en charge des patients? Est-ce qu'il y a des améliorations, des inconvénients? Qu'est-ce qui finalement s'est passé avec cette crise? Est-ce qu'on peut en tirer quelques enseignements? Oui, alors bien sûr, je pense il y a tout ce que la crise, hein, évidemment a charrié de drames, de dépenses supplémentaires et cetera. Mais, ce qui est sûr, c'est que quand on est «frappé» entre guillemets par une crise aussi forte, forcément on en tire des choses, on en tire des enseignements, positifs parce qu'il y a des choses dans ces périodes exceptionnelles où les acteurs font des choses, exceptionnelles. Alors, l'État, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que l'État s'est mobilisé de manière assez exceptionnelle pendant, cette période. L'État, au sens large, hein, l'assurance maladie, les pouvoirs publics, les maires, les élus locaux et cetera. Et puis, l'ensemble des professionnels de santé, je crois qu'on peut le dire, aussi. Il y a une mobilisation absolument exceptionnelle, des personnels, dans les établissements, jusqu'aux biologistes, en libéral et donc en tout cas là-dessus, je crois qu'on sort de cette crise sanitaire avec je dirais plusieurs choses, des liens qui sont resserrés entre, les pouvoirs publics et les professionnels, de santé, notamment, libéraux, puisqu'on a énormément, travaillé ensemble. Donc moi, j'ai le souvenir, hein, notamment pour la biologie médicale, de l'extrême réactivité du secteur, hein, quand il a fallu, adapter, en fonction de l'arrivée des variants, d'adapter les nouveaux tests et cetera. C'est vrai qu'on s'est beaucoup eu au téléphone pour, permettre, voilà, au secteur de la biologie d'aller aussi vite, j'allais dire, que quelle est la crise, quels est les variants et vous l'avez fait, on l'a fait et donc il y a une très grande réactivité des acteurs, une plus grande proximité donc de fait avec, les pouvoirs, publics et puis aussi la preuve d'une certaine manière que les professionnels de santé, libéraux, au premier titre desquels, les biologistes, peuvent voir leur mission, élargie, notamment en matière, de prévention, de dépistage puisqu'ils ont, eu un rôle majeur évidemment, pendant cette crise sanitaire.
Alors venons-en un petit peu effectivement aux négociations. On arrive au terme de 2 années de crise sanitaire et au terme aussi d'un accord triannuel. C'est le troisième grand accord effectivement qu'on signe avec l'assurance maladie. On a vu que évidemment les encadrements des dépenses, des volumes étaient liés évidemment à un accord financier. Mais aujourd'hui, vous est-il possible de dire que cet accord finalement peut-il être conduit de cette manière-là? Est-ce que on a une autre manière de voir les choses? En tout cas, il y a des éléments aujourd'hui qui nous montrent que on connaît maintenant les défauts de l'accord, on connaît un petit peu les limites et les limites de régulation prix-volume. Et aujourd'hui, devant les besoins sanitaires de la population, il y a aussi peut-être d'autres éléments. En tout cas, c'est la réflexion que conduit le syndicat pour voir si on pouvait évidemment aller au-delà du renouvellement de l'accord et étendre le champ peut-être à une rediscussion de fond sur véritablement les missions du biologiste, quels sont les éléments qu'on pourrait introduire de nouveau. On a modifié sans cesse par avenant évidemment le premier accord qui date de plus de 30 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, comment vous voyez les choses pour faire évoluer un tout petit peu de manière générale avec tous les besoins qui vont arriver en termes de santé, de sécurité sanitaire, de prévention et de dépistage par exemple? Oui, alors l'assurance maladie, hein, partage votre volonté, voilà, de passer peut-être là, la marge de l'accord pour essayer de se remettre autour de la table, hein, pour reconstruire une nouvelle convention, c'est-à-dire de rediscuter ensemble, du métier de biologiste. Je pense qu'il y a des choses, dont on peut se féliciter collectivement. Je pense notamment, à la géographie, à la territorialité des laboratoires et à leur rôle de proximité, qui a été démontré pendant la crise et donc ça, je pense que c'est un acquis très fort, sur lequel il faut s'appuyer pour la suite. La réactivité, on en a parlé, le fait qu'il y a sans doute, de nouvelles missions, hein, qui s'ouvrent pour les biologistes, en matière de prévention, d'accompagnement, des patients, de premier recours et cetera. Donc ça suppose voilà, d'aller un petit peu au-delà, j'allais dire, des seuls sujets de régulation financière, de vraiment se réinterroger sur la place de la biologie, de la biologie libérale. Je pense qu'il y a aussi des choses à construire avec vous, en ce qui concerne la gestion du risque de manière générale, hein. C'est vrai qu'on sait, hein, qu'il y a, parfois du mésusage en matière d'examens, de biologie qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs le fait des biologistes, mais plus généralement des prescriptions qui sont parfois pas toujours adaptées. Donc on a plein de choses à construire ensemble pour que les dépenses d'assurance maladie soient les plus pertinentes possibles et surtout qu'elles permettent aux patients d'être mieux pris en charge partout en France. Donc oui, pour un élargissement, absolument, mais on vous rejoint totalement, sachant qu'il y a, on va reparler du métier du biologiste, on va reparler de la pertinence, on va reparler des missions de santé publique, et cetera, mais on va quand même être obligé de parler de régulation financière, évidemment, vous me voyez venir. Et donc, effectivement, sur la régulation, financière, ça devra faire partie de cette convention, même si ça ne voilà, contrairement aux accords, j'allais dire, plus récents, ça ne sera pas la seule chose, contenue dans la convention. Mais, si effectivement vous avez le souhait de vous remettre autour de la table de la discussion conventionnelle, il y aura de fait ce chapitre-là, avec de notre côté, j'allais dire 2 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est d'arriver à soutenir le plus possible l'innovation. On a besoin que, la biologie, puisse investir dans l'innovation. Donc il faut qu'on arrive à sanctuariser d'une certaine manière des financements ou à, flécher des financements, spécifiquement pour l'innovation d'une part et de l'autre côté une régulation financière, qui tienne compte du fait que, le secteur de la biologie, médicale, est un secteur extrêmement rentable, qu'il était déjà avant la crise, mais qu'il est désormais, beaucoup plus, avec une rentabilité qui a augmenté de 20 hein, en 2 ans, des marges
très importante pour ce secteur, plus importante que dans la plupart des secteurs économiques, et donc quand même la nécessité aussi qu'on revoie ensemble les tarifs selon des modalités évidemment que l'on discutera ensemble, mais cette situation doit aussi forcément s'ajuster. Tout à fait, mais on l'a vu dans le secteur d'ailleurs de l'officine lors du congrès des pharmaciens d'officine. On a vu que effectivement les tests Covid ont amélioré le chiffre d'affaires et certainement la marge, mais je reste quand même inquiet sur finalement la biologie courante, parce que cette biologie courante en fait a vu près de 11 années de baisse successive. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il faut avoir une réflexion de fond. C'est-à-dire pour maintenir une biologie de proximité, pour maintenir des biologistes dans des sites, pour maintenir effectivement des examens qui aujourd'hui ont suffisamment baissé, il faut regarder de quelle manière peut-être on peut accompagner, comme vous le dites, l'innovation et quelles seraient les données qui pourraient être prises en compte, qu'est-ce qui vous conduit finalement, parce que on a tous constaté qu'on a des besoins avec une évolution majeure de la technologie. Cette crise nous a fait faire un bond technologique vers la biologie moléculaire en particulier. Aujourd'hui, on sait qu'on a des approches syndromiques qui peuvent permettre de faire des diagnostics très rapides sur des panels entiers et d'avoir une réponse finalement efficiente auprès du patient avec un seul test multiplex, mais qui peut répondre à un diagnostic unique. Donc on voit bien qu'on a des évolutions technologiques qu'on a finalement constaté avec cette crise sanitaire, mais dans le même temps, on nous demande d'absorber ces évolutions technologiques tout en réduisant effectivement le prix des examens courants. Donc on voit bien qu'on est pris entre deux éléments qui sont parfois incompatibles, et donc raisonner uniquement sur ce qu'a pu apporter la crise Covid en termes de développement, même si les biologistes y ont participé, vous le savez pleinement, en mettant comment dire, les forces économiques qu'ils avaient à leur disposition de façon à rendre ce service auprès des Français. Mais globalement, il y a des données sur lesquelles qui doivent être prises en compte pour faire essayer d'évoluer en tout cas ce carcan dans lequel on est et qui peut ne doit pas se résumer à simplement, je pense pour moi en tout cas, une régulation prix-volume. Il doit avoir des évolutions qui permettent d'avoir un champ beaucoup plus large sur lequel on travaille. Non, non, mais je rejoins totalement, hein. C'est la raison pour laquelle votre proposition d'avoir une approche plus large, conventionnelle, qui permette d'englober l'innovation, la pertinence des soins, etc. Tout ça, voilà, l'assurance maladie y souscrit pleinement. Vous avez tout à fait raison par ailleurs. Il y a de nombreux investissements qui ont été réalisés lors de la crise, qui ont permis d'enrichir l'offre de soins de ville avec des examens qui jusqu'à présent étaient réservés à l'hôpital et qui maintenant pourront être réalisés en ville. Donc on voit bien que ça a changé structurellement quand même la biologie médicale, le métier de biologiste. Et donc ça, on va évidemment devoir en tenir compte. Ça veut dire aussi, et j'ai indiqué, hein, qu'il va falloir soutenir réellement l'innovation pour poursuivre cette dynamique. En revanche, c'est vrai que vous me demandiez quels critères nous regardions pour évaluer, en tout cas pour comment dire? Pour éclairer les modalités de la régulation financière. Je pense qu'effectivement le sujet c'est plus tellement du prix-volume, mais c'est de se dire que vous représentez un secteur privé, des laboratoires privés, la biologie médicale privée, qui est un acteur essentiel du système de santé, qui a montré toute sa performance et toute son utilité durant cette crise. Mais c'est vrai que comme la quasi-totalité de votre chiffre d'affaires c'est l'assurance maladie, et donc c'est aussi les cotisations sociales des Français et des Françaises. On a, nous, un devoir de régulation et de faire en sorte que cet argent, ce soit de l'argent qui permette le financement des soins, mais qui ne soit pas, entre guillemets, utilisé de manière excessive. Et donc il faut qu'on trouve, et ça il faudra qu'on y travaille ensemble, une manière de soutenir l'innovation, pour que ce soit pas justement un carcan, tout en se disant que voilà, les niveaux de marge aujourd'hui que l'on constate, hein, qui sont publics, que vous constatez également, qui étaient d'ores et déjà forts, mais qui se sont renforcés
pendant la crise. On est autour, hein, de 20 même un peu plus de 20 de marge avec finalement assez peu d'écart entre les petits et les gros laboratoires, et donc maintenant il faut qu'on prenne quand même ça en compte, dans, la régulation financière. Donc c'est pas forcément du prix volume, mais le fait de se dire qu'à un moment donné, de manière un peu transversale, il va falloir que certains tarifs, s'ajustent, je pense qu'on n'aura pas le choix. Mmh. Tout à fait, mais quand même, je reviens sur en fait la volonté que nous avons effectivement de répondre aux meilleurs soins, meilleure qualité et effectivement aux soins les plus efficients. C'est des choses qu'on a essayé de mettre en place pendant plusieurs années. Ça a marché certaines années pour la maîtrise médicalisée, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais la tentation, c'est de voir quand même qu'on essaye de mettre de la biologie partout. On l'a vu chez nos collègues pharmaciens d'officine, mais qu'aujourd'hui, on l'a vu pour l'histoire des télécabines en Bretagne, où il y a une levée un petit peu de boucliers sur leur développement anarchique, et nous avons peur qu'effectivement de développer de la biologie délocalisée, qui peut avoir un sens véritable là où il y a des besoins, et les médecins le savent, ils connaissent ces endroits-là, ils savent où on a besoin de mettre des petits appareils pour donner un diagnostic et éviter l'hospitalisation et permettre au patient de rester chez lui parce qu'il n'a pas quelque chose de grave. Pour l'instant, c'est des sujets qui risquent d'exploser dans le sens où on aurait un développement anarchique et un développement partout. Donc, je pense qu'il y a entre tout ce qui est donné à différents secteurs pour faire des tests d'orientation, pour faire des essais, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu peur que ça nous retombe dessus finalement, pour le dire comme ça, dans le sens où ça fait partie des examens et ça fait partie d'une négociation qu'on devra avoir. C'est la même chose pour le RIHN, où on ne sait pas très bien aujourd'hui ce qui va pouvoir incomber au secteur privé. On a la même chose dans la question effectivement des tests compagnons qu'on a déjà commencé à aborder, mais aussi on a quelque chose auquel on tient beaucoup, qu'on avait signé d'ailleurs au tout premier accord avec le prédécesseur de Nicolas Revel, Frédéric Van Drockeghem, qui était la prévention. Et c'est vrai que la prévention nous tient à cœur parce que c'est des économies très importantes que l'on peut faire. Alors c'est vrai que c'est sur le long terme et c'est pas quelque chose qui est visible tout de suite en 3 ans, mais qui permet d'améliorer la santé des Français pour vivre, comme on le sait tous, plus longtemps en meilleure santé, ce qui n'est pas forcément l'apanage de la France aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là, ça concourt finalement à vous donner quand même des éléments de réflexion. Et pensez-vous quand même qu'il y ait des marges de manœuvre sur les moyens dont on pourrait disposer, si c'est vraiment des missions nouvelles ou pas, ou si c'est des éléments pertinents. Parce que réduire effectivement la marge ou réduire les éléments économiques, c'est en fait la performance de nos entreprises qui le développent en fonction des éléments qu'on nous donne. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à une entreprise privée d'essayer d'avoir une performance économique, mais globalement, on a effectivement des besoins. En face de ces besoins, faut qu'on adapte des moyens, et c'est dans cette discussion-là qu'on aimerait avoir un petit peu des éléments qui soient posés sur la table pour qu'on puisse les partager, en tout cas essayer d'entrevoir la manière dont on pourrait évoluer. Pour vous, y a-t-il des marges de manœuvre, ou c'est simplement de réduire absolument la marge des entreprises? Comment est-ce qu'on peut gérer ça d'une autre manière? Non, non, hein, c'est pour ça que je crois beaucoup, hein, au rôle, du biologiste, dans le cadre du parcours de soins. Je pense que, finalement la crise aussi, le fait que, les laboratoires aient été, accessibles, sans prescription, ça vous a aussi donné, un rôle un peu nouveau, hein, de premier recours, pas toujours facile. Donc oui, vous parliez de RIHN et cetera. Enfin, en tout cas, sur tous ces sujets-là, il y a évidemment des marges de manœuvre puisque, nous avons collectivement envie, que la biologie médicale prenne une place plus importante. Voilà.
prennent une place plus importante. Et par ailleurs, on est très sensible à ce que vous dites, à savoir que, il faut qu'on fasse très attention par ailleurs aux solutions alternatives qui pourraient se développer et développer le mésusage. Et donc on a la chance en France d'avoir un maillage territorial, très satisfaisant en matière de biologie, médicale, d'avoir une vraie biologie de proximité. Et donc il y a effectivement des endroits où, certains dispositifs alternatifs peuvent être envisagés pour certaines raisons, mais de manière générale, on a aujourd'hui, voilà, un réseau de laboratoires, qui est fort, qui constitue une force et donc sur lequel il faut qu'on s'appuie. Et donc oui, pour, limiter les mésusages, absolument oui, pour financer, l'innovation. Donc il y aura des marges de manœuvre pour discuter de tout ça. Je pense que la régulation financière, c'est pas une manière de, parce que vous avez raison, hein, le sujet n'est pas de, entre guillemets, de pénaliser les entreprises économiques qui auraient, entre guillemets, «performé», parce que, ce serait, d'une certaine manière, punir les bons élèves. C'est vrai que là, le sujet, il est moins à titre individuel, mais quand on regarde l'ensemble du secteur, je veux dire indépendamment de la performance des uns ou des autres, il y a une rentabilité globale du secteur et une augmentation globale de cette rentabilité qui fait qu'indépendamment, j'allais dire de la performance, de l'un ou l'autre des acteurs, il y a quand même, un sujet, de subvention par l'assurance maladie d'un secteur privé, de manière, très importante. Donc ça, je préfère qu'on se le dise de manière transparente parce que ça fait partie des éléments qui seront posés en transparence, dans le cadre de chargés produits. Et donc voilà, et forcément, hein, il y a des interrogations. En tout cas, on a, nous, un devoir de transparence, sur les dépenses de l'assurance maladie. Mais je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive à construire avec vous un dispositif qui nous permette de non seulement de préserver, mais encore de renforcer à la fois le rôle du biologiste, et l'innovation. Et donc je pense qu'on peut opérer ces 2 mouvements de manière, parallèle. Voilà, donc c'est un peu nouveau, mais voilà, c'est ce qu'on souhaiterait construire avec vous. Avec la Et crise, oui, il y a des nouvelles marges, négociations, nouveaux angles pour aborder les choses. En tout cas, on va lire très attentivement et on va diffuser chargé produit pour que chaque biologiste puisse en prendre connaissance et que on puisse après se retrouver très très vite autour de la table des négociations pour essayer de poser à plat tous les problèmes, essayer de trouver une solution évidemment d'accord, hein, parce que c'est ça l'essentiel entre nous pour qu'on puisse continuer à travailler au service des Français. Je vais vous laisser un petit mot de conclusion. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment, sincèrement, parce que je sais que vous avez l'habitude du dialogue aussi, mais avec les autres professions et avec nous. Donc, je voulais vous remercier vraiment pour ce temps d'échange entre nous. Et je vous laisse le mot de conclusion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, voilà, pour vous dire que, en tout état de cause, alors la crise n'est pas totalement, terminée, hein. Elle va peut-être d'ailleurs, repartir plus fortement que prévu. Mais je crois qu'il faut qu'on tire, en tout cas, assurance maladie et biologie médicale, de ville, la conclusion que, voilà, vous avez été, extrêmement réactifs pendant la crise. Vous avez inventé, plein de choses et que, sans les biologistes, évidemment, sans la biologie médicale de ville, on n'aurait pas passé cette crise comme on l'a passée. Parce qu'évidemment, il y avait voilà, tout un champ sur le dépistage qu'on n'aurait pas pu faire sans vous, mais parce qu'aussi en matière de réactivité, de criblage, de séquençage, etc., voilà, vous avez été, au rendez-vous et merci infiniment parce que je pense qu'on a eu la chance en France d'avoir, voilà, d'avoir, cette force-là de la biologie médicale de ville, réactive, maillant tout le territoire. Et donc ça a été un de nos atouts dans la lutte contre le Covid. Et donc ça nous permet aujourd'hui de tirer des conclusions, positives et de discuter ensemble d'un cadre qui renforce la biologie médicale de ville. Ce qui n'empêche pas la régulation financière, comme, je l'ai dit, mais ce cadre, c'est un cadre, voilà, que l'on souhaite gagnant-gagnant, et qui vise plutôt voilà, à renforcer votre métier et votre positionnement dans le système de soins. Merci beaucoup. À très bientôt autour de la table. À très bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode 13 de BioM est terminé. Merci à Ampli Mutuel pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission sur la chaîne YouTube du SD Maintenant. Vous pouvez également y retrouver tous les épisodes précédents. Les thèmes qui y sont traités sont toujours d'actualité. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne et actionnez la cloche pour être averti de la diffusion des prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.